Maître et esclave, on peut aussi être l'esclave de ses idées. Il faut y réfléchir, toujours. Jacques Gaillot. C'est pour ça qu'au-delà de l'institution, l'important, c'est tout de même la conscience, la formation des consciences, promouvoir des consciences. Parce qu'il peut y avoir des consciences étroites, erronées, et il est important je dirais, de pouvoir faire des choix et être en accord avec ce qu'on pense. Donc, la formation des consciences est pour moi un combat important. Claudia Bress, vous êtes entré aux Jeunesses communistes en 56. Oui, je nomme. Donc c'est-à-dire en même temps que les chars entraient à Budapest, ça vous a pas mis la puce à l'oreille? Quelque temps avant, mais comme quand les chars entraient à Budapest, les parades du socialiste Guy Mollet rentraient dans la Casbah, ma lutte pour la paix en Algérie, parce que j'étais militant de la lutte pour la paix en Algérie, m'a fait avaler la couleuvre des chars soviétiques dans Budapest. Je regrettais d'avoir avalé la couleuvre parce que des hommes en France s'étaient dressés et contre la guerre d'Algérie et contre l'entrée à Budapest. C'est eux qui avaient raison et ce n'était pas moi. Donc vous avez cru à l'idéologie communiste, vous êtes devenu un homme d'appareil au Parti communiste français. Je suis devenu un dirigeant national et comme tous dirigeants nationaux, j'ai pensé qu'il y avait comme ça un prix à payer, mais qu'à un moment donné le ciel se dégagerait. Et en réalité, soyons sérieux. Sur la base de la théorie de Marx, d'Engels et des penseurs du communisme, tout a été monstruosité. Parce qu'on parle du stalinisme, mais le polpotisme, le brejnevisme, aujourd'hui on torture les homosexuels à Cuba, on n'en finirait plus. Comment ça se fait que vous êtes quand même resté 30 ans alors, homme d'appareil au Parti communiste? Parce que d'abord, je n'ai pas été membre d'appareil pendant 30 ans, il faut se le gagner au Parti communiste pour monter dans l'appareil. C'est-à-dire que j'ai été pendant une décennie un militant de la paix en Algérie, je me battais toutes les nuits contre les CRS, parce que je ne voulais pas que mon contingent aille tuer des Arabes, parce que l'Algérie n'était pas la France, mais l'Algérie était algérienne, donc j'ai mené des combats que je ne regrette pas. Le Vietnam, on ne va pas en dresser la liste, la lutte contre les expulsions, mais incontestablement, comme j'étais malin et dégourdi, et pas très poltron, je suis monté à la hiérarchie. Et après, il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire. Je ne peux pas dire ce que j'ai dit aux députés socialistes ou à Monseigneur Gaillot sans prendre ma propre responsabilité. Moi, j'ai mon certificat d'études. Et devenir un dirigeant national du Parti communiste, c'est-à-dire avoir des avocats, des médecins qui viennent te demander la ligne, qui viennent te demander des conseils, qui parlent avec toi, qui te respectent, c'est aussi une réussite sociale. Et j'ai payé le prix de la réussite sociale en acceptant des choses qui étaient inacceptables. Alors qu'est-ce qui fait qu'un jour vous êtes devenu iconoclaste? Je vais vous le raconter. Je vais vous le raconter dans le détail, mais en une minute. Georges Marchais m'appelle et me dit voilà, le Parti communiste a rompu avec les intellectuels à Paris, que ce soit Henri Lefebvre, Antoine Vitesse, les grands hommes de théâtre, les grands comédiens, sont plus avec nous. Est-ce que tu veux renouer avec eux? Tu réussis bien dans ta ville, là-bas, dans le sud de la France. Alors on m'a donné un carnet de chèques, j'ai commencé à organiser des déjeuners pour renouer avec les brebis qui avaient quitté le troupeau. Vous étiez un démarcheur. Oui, et je suis parti avec les brebis, parce que je me suis aperçu que c'est eux qui avaient raison. Quand on passe une soirée avec le sociologue Henri Lefebvre ou avec l'homme de théâtre Antoine Vitesse, on comprend vite qu'on s'est trompé de route. Je suis revenu voir Georges Marchais, je lui ai dit, c'est toi qui te trompes, mec. C'est eux qui ont raison, il m'a exclu. Mais j'en ai tellement fait que l'exclusion était méritée. Tu as rendu le carnet de chèques? J'ai rendu le carnet de chèques, promis, monseigneur. Mais finalement... Mais c'était mérité, mon exclusion. Je les ai emmerdés comme c'est pas possible. Je suis pas une victime. Mais finalement, le Parti communiste, c'est un peu comme une église, on est excommunié. C'est surprenant ce que vous dites, parce que Monseigneur Gaillot a employé exactement les mots que j'ai reçus quand je montais à la tribune du comité central, non pas entouré d'évêques, mais de dirigeants communistes, pour les critiquer. Il disait, on ne peut pas avoir confiance en toi. Tu n'as pas de principe. Il disait les mêmes mots, ça veut dire que c'est une église, c'est vrai. Alors, après, quand vous avez été exclu, vous avez continué à croire quand même pendant un certain temps à quelques mois communiste. Vous avez essayé j'ai créé le mouvement des rénovateurs communistes, quelques mois, et puis je me suis aperçu que le communisme n'était pas solvable dans l'alcool, donc j'ai pas bu, et je me suis aperçu qu'il n'était pas rénovable, qu'il fallait passer à autre chose. Comme aujourd'hui, à mes yeux, aucun parti politique en France ne mérite que je m'y consacre. Alors j'ai décidé de me consacrer totalement aux activités culturelles. Et pour finir sur cette question-là, quand je fais venir au bord du fleuve à Toulouse, dans le cadre du Festival Garonne, Festival de la ville de Toulouse, un café égyptien ou les artistes du Mékong, je pense que ce mélange des eaux et des cultures est le coup le plus sévère que l'on puisse porter aux imbéciles à front de taureau que sont les nationalistes. Mais le Parti communiste tel que vous l'avez connu est un parti qui ne supportait pas l'autocritique, la critique venant de l'intérieur. Oui, je crois qu'il était aussi fier sur ses principes et sur... Je crois qu'il y a une histoire assez dramatique au Parti communiste. C'est qu'il a pensé que culturellement, il fallait que son secrétaire général soit un ouvrier. Il a désigné Georges Marchais. Et Georges Marchais s'est mis à boxer avec nous dans une catégorie qui n'était pas la sienne.
Et quand on est en difficulté, on donne des coups de menton. Il est devenu autoritaire, il n'était pas au début, parce que quand il a en face de lui des intellectuels, des chercheurs, et puis un peuple qui est un peuple turbulent, qui dit des choses. On parlait de la Belgique et de la France avec vous, madame, tout à l'heure. C'est vrai qu'en France, un journaliste craque l'allumette sur l'art contemporain, il y a des débats pendant 3 mois, des pages dans Le Monde et dans le Libé. On est un peuple de passion. Et Georges Marchais, qui voulait cadrer tout ça, il n'en avait pas les moyens, donc il a canné, quoi. Jacques Gaillot, autre similitude entre le Parti communiste et l'Église. L'Église non plus ne supporte pas une rupture de son unité. Je crois qu'on a une conception de l'unité qui est l'uniformité, et qu'on accepte mal qu'on pense différemment, en particulier quand on fait partie de la hiérarchie. Alors qu'il y a d'autres périodes, heureusement, dans l'Église, où on a eu une plus grande diversité, un légitime pluralisme. Je pense que même le Concile a invité à cela. Il disait qu'il y avait des degrés dans la vérité, que tout n'était pas sur le même plan. Et je pense qu'il est tellement important d'avoir une parole libre sur des problèmes de société. Mais aujourd'hui, vous avez l'impression que le pape, le Vatican, vous laisse faire, vous laisse dire? Oh, vraiment, tout à fait. Je suis évêque sur le parvis, vous savez, là où il y a la foule, il y a où la protestation, où il y a la fête, le commerce, et des tas de gens qui n'entrent pas dans la cathédrale. Et parvis, ça commence par un P comme placard. En tout cas, je suis avec la foule. José Appart. C'est bien. Moi, je crois qu'en tout cas, il y a au niveau communiste et au niveau de l'Église catholique, comme au niveau de toute structure humaine. Au Parti socialiste, là, on accepte les mouvements qui vont dans tous les sens. Non, pas. Non ? Je vous garantis que si au lieu de faire le nombre de voix que je fais, je faisais beaucoup moins comme la plupart de mes collègues, il y a déjà longtemps qu'on m'a remercié et qu'on m'a remis dehors. C'est une question de rapport de force. Tout à fait, bien sûr. Donc on me dit, oui, mais enfin, toi, tu peux ouvrir ta grande parce que tu fais beaucoup de voix. Mais je leur dis, c'est facile, hein. Faites des voix aussi. Elles sont là, prenez-les. Seulement, eux, ils veulent le confort, ils veulent le voix, ils veulent le pouvoir, ils veulent tout en même temps, sans nécessairement prendre des risques. Or, la vie, c'est avant tout de prendre des risques. Et au niveau communiste, au niveau catholique, au niveau socialiste, au niveau de toute société humaine, qu'est-ce que vous voulez? Ceux qui ont le pouvoir, à tort ou à raison, j'estime qu'ils ont raison, qu'ils sont les meilleurs. Pourquoi changer? Quand vous êtes PDG, vous n'allez pas vous rendre compte un jour matin que votre troisième attaché comptable, tout compte fait, est plus compétent que vous et que vous démissionnez en sa faveur. Ils n'existent nulle part, ça n'est jamais arrivé. Alors, au niveau idéologie et organisation de société, la meilleure de toutes, c'est le communisme. Forcément, le communisme est l'organisation de la société la plus parfaite. Mais comme l'homme, l'humain, est imparfait par essence, et je dirais encore bien, on a plus de plaisir de ses défauts que de ses qualités, heureusement que nous sommes imparfaits, nous ne saurions donc pas avoir une société parfaite. Et les choses étant ce qu'elles sont, chaque fois qu'il y aura une tendance qui viendra au pouvoir, l'autre tendance va essayer de la débarquer. Alors, moi je crois qu'une société, et l'intelligence peut-être, ce qu'on pourrait demander à nos intellectuels, ce serait de faire, pour une fois, faire preuve de l'intelligence réelle et de dire, mettons notre intelligence au service de la société par une complémentarité, soyons surtout multiples, soyons tous différents et apportons chacun notre pierre à la construction d'un édifice qui sera merveilleux parce que ce sera une merveilleuse mosaïque. À partir du moment où on met toutes les mêmes briques, tous les mêmes blocs, ça devient d'un monotone et d'un morne, mais on le fait peut-être les murs plus épais et il résiste mieux, on conteste à de l'extérieur. Moi, je crois vraiment que politiquement, il faut oser dire ce qu'on pense. Vous savez, quand j'ai été cassé par l'injustice de cet État comme bourgmestre en 86, parce que je refusais de me soumettre à un examen de flamand, quand mon ami Jean-Guy du Peuple s'est opposé à la hiérarchie du parti dans le cadre de la RTBF, il a été cassé, moi j'ai été cassé, et j'en ressens moi un profond sentiment d'injustice, pas personnellement, ma vie n'a pas tellement changé, peut-être qu'elle est devenue un peu plus dure, mais j'ai probablement les énergies pour mener ce combat, donc ça va. Mais ceux qui veulent être courageux doivent savoir qu'ils le payeront. Parce qu'on n'accepte pas les gens qui ne sont pas d'accord d'obéir aux normes. Il faut une société, il faut l'organiser. Il faut à un moment donné qu'une société s'organise. Sinon, l'anarchie la meilleure, c'est celle qui est la mieux structurée.
Une Mais anarchie. vous, en José place, Appart, sans vous avez quand même structure, lutté c'est quand très même- longtemps contre l'État belge, parce qu'on a sûr. l'impression que vous acceptez l'autorité wallonne, l'autorité européenne aussi, mais l'État belge, c'est quand même votre bouc émissaire d'une certaine C'est manière. pas- c'est Vous pas avez un lutté bouc. contre les lois de l'État belge. J'ai lutté contre les lois mauvaises de cet État. J'ai lutté contre les lois mauvaises de cet État. Il y a des lois en Belgique qui sont bonnes, et par exemple, les lois sur le racisme et la xénophobie sont bonnes, dommage qu'on ne les applique pas. Mais on a l'impression que vous voulez la mort de l'État belge.